bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Tout d'abord, en tant qu'ancienne ministre, vous avez chapeauté notamment le secteur des transports. Vous avez aussi traité de l'enseignement scolaire à d'autres époques. Comment vous réagissez au drame survenu dans les Pyrénées-Orientales? Est-ce qu'il y a un problème avec les passages à niveau en France aujourd'hui? D'abord, je peux vous dire que un accident de car scolaire et la mort des enfants, c'est ce qu'il y a de plus terrible, de plus épouvantable. On n'a pas de mots par rapport à ce drame effroyable. Et aujourd'hui, bien évidemment, nos pensées vont vers les familles et vers la communauté scolaire. Et en même temps, comme vous l'avez dit ce matin sur vos reportages, il y a encore plus de 100 accidents sur les passages à niveau. Donc il faut vraiment que cet événement effroyable serve aussi d'électrochoc pour mettre fin à l'insécurité sur les passages à niveau. Qui existe, qui est donc un phénomène récurrent, vous diriez. Oui, c'est ça. Donc peut-être qu'il y a des nouvelles technologies à mettre en place, parce que c'est vrai que l'erreur humaine est toujours possible, hein. La panne électrique également. Donc il faut vraiment aujourd'hui mettre au niveau des technologies modernes ces endroits les plus sensibles de la circulation. Alors Ségolène Royal, en tant qu'ambassadrice chargée de la négociation des pôles arctiques et antarctiques, c'est votre fonction actuelle, vous êtes bien placée pour constater ce que produit concrètement le réchauffement climatique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Emmanuel Macron il y a quelques jours à Paris? Laurent en parlait à l'instant. Nous sommes en train de perdre la bataille, a dit le président français. C'est vrai qu'il y a une course de vitesse, c'est vrai, mais en même temps, il faut faire attention de ne pas retirer une phrase de son contexte. C'est-à-dire, il ne faudrait pas non plus qu'on soit trop défaitiste, parce que si on est défaitiste, on freine l'action. Donc il faut à la fois être conscient de l'urgence. Vous savez, il y a un chiffre très simple, hein, c'est qu'en 2050, il y aura 10 milliards d'habitants sur la planète et qu'aujourd'hui, avec la pollution, la surexploitation des ressources naturelles et l'utilisation des énergies fossiles, on est sur une tendance de plus de 3 degrés, c'est-à-dire que même aujourd'hui, avec le nombre d'habitants sur la planète, on n'arrive pas à donner de l'eau potable à tout le monde, puisque l'absence d'eau potable tue plus que les guerres. Donc vous voyez que la situation est quand même... Pour contrer cette tendance, comment Alors, va-t-on pour faire? contrer cette tendance, parce que c'est aussi un défi positif, c'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'avec l'utilisation des nouvelles technologies, avec l'investissement dans les énergies vertes, avec la lutte contre le réchauffement climatique, par exemple tous les travaux d'isolation, avec des innovations extraordinaires comme la route solaire, comme les hydroliennes, comme les éoliennes en mer, comme la désalinisation de l'eau de mer à partir du soleil, par exemple. Donc on voit toutes ces technologies que j'ai pu d'ailleurs rassembler pendant le sommet autour de l'énergie solaire. On voit qu'il y a une chance à saisir. Des nouveaux développements économiques à engager, de la finance à mobiliser. Vous restez optimiste. Oui, parce que finalement, sauver la planète, c'est aussi sauver le développement économique, le développement social, la santé, c'est mettre fin aux migrations de la misère. Donc c'est un défi formidable. Il faut que tous les pays jouent le jeu, Madame Royal, un sommet comme celui organisé à Paris où manque au niveau de leur chef d'État des pays aussi importants et pollueurs que les USA, bien sûr. Donald Trump n'était pas invité, mais aussi la Chine, l'Inde, le Canada. Est-ce que ce n'est pas déjà en soi un handicap, un problème? Au-delà des États, vous avez raison, au-delà des États, ce qu'a montré ce sommet, c'est qu'il y avait la mobilisation des fonds d'investissement, des villes, des régions, des entreprises, des citoyens. Il n'y a pas que les États. C'est très important, les États, pour mettre des règles, pour mettre de la fiscalité écologique positive, pour mettre des obligations qui vont permettre des marchés à devenir rentables. Donc mais ça, on cesse c'est très de dire important. que les engagements pris lors de la COP21, par exemple, tardent à être tenus. Beaucoup sont tenus quand même, beaucoup. Mais que beaucoup l'objectif, comme vous le disiez à l'instant tout à l'heure, des 2 degrés avant la fin du siècle risque de ne pas être tenu, justement. C'est pour ça que chaque pays doit présenter son plan national, ce qu'a fait la France avec la loi de transition énergétique, avec un objectif de baisse de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, avec la montée en puissance des énergies renouvelables, avec les territoires à énergie positive. Et au niveau national, on voit des grandes coalitions se former. La coalition de la finance verte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut inciter les fonds d'investissement à financer l'économie verte, c'est-à-dire les activités non polluantes qui vont permettre de réduire le réchauffement climatique. Et ça, c'est en train de se faire. La France est exemplaire parce que nous avons lancé un emprunt vert, ce qu'on appelle les green bonds. Nous avons lancé l'obligation, nous avons créé par la loi l'obligation pour les entreprises qui doivent informer leurs actionnaires des investissements verts. Et nous avons Vous travaillez main dans la main avec le gouvernement
dans ce domaine? Moi, j'ai toujours travaillé pour la lutte, pour la protection de la planète. Donc, tous ceux qui agissent dans cette direction. Et puis là, effectivement, je suis chargée de la question des pôles, qui était une question cruciale pour le réchauffement climatique. On a vu des ours polaires qui sont en train de mourir parce qu'ils ne trouvent plus l'alimentation et qui sont isolés sur des morceaux d'iceberg qui dérivent sur l'océan et que la fonte des icebergs provoque la hausse du niveau de la mer et la disparition des États insulaires. Et puis aussi la coalition solaire internationale qui s'est réunie, qui a fait d'énormes progrès avec des perspectives extraordinaires pour donner par exemple aux petits agriculteurs isolés dans les pays très pauvres la possibilité d'irriguer à partir de l'énergie solaire. Est-ce que ça occupe tout votre temps politique, Madame Royal? On vous voit en ce moment sur tous les fronts, vous êtes beaucoup intervenu sur Notre-Dame-des-Landes, on ne va pas y revenir. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas envie de revenir dans la politique active, de reprendre la place que vous aviez il y a quelques années? On connaît vos ambitions et votre énergie, les Français la connaissent. Quel est, votre objectif dans les mois et les années qui viennent, politiquement, j'allais dire? Politiquement, c'est de continuer, comme je le fais là, la question climatique. Je pense que c'est le sujet politique majeur. Uniquement? Mais c'est le sujet politique majeur parce que, regardez, tout converge vers ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme problème crucial dans le monde? C'est la question de la paix, c'est la question des migrations. Et si on arrive à donner aux pays les plus pauvres l'accès à l'énergie solaire pour pouvoir valoriser leurs ressources naturelles, si on arrive à leur donner l'eau, si on arrive à leur donner l'alimentation saine, on leur donnera aussi l'école, on leur donnera la santé, on leur donnera l'emploi. Madame Royal, il y a le monde, mais il y a aussi la France. Il y a une recomposition politique aujourd'hui qui s'opère. Oui. Est-ce que vous avez envie d'y participer? Par exemple, la gauche, est-ce que vous considérez, vous, que vous appartenez toujours à la famille de la gauche? Bien sûr, j'appartiens à la famille de la gauche, mais au-delà... Vous n'avez pas envie de participer à sa refondation? Le PS, par exemple, a un avenir, disait François Hollande. Au-delà, il faut dépasser les clivages droite-gauche sur des sujets comme ça. J'ai toujours fait au cours de ma vie politique. Et même dans la recomposition politique, le sujet environnemental, le sujet social, le sujet des femmes aussi est un sujet absolument, je pense, majeur par rapport à l'évolution de la société. Le sujet de l'éducation nationale, qui sont des choses dans lesquelles je me suis beaucoup impliquée. Aujourd'hui, que je continue à m'y impliquer, mais pas seulement au niveau planétaire. On voit bien les sujets concrets, mais est-ce que politiquement... mais pas seulement au niveau planétaire, parce que je considère que ce qui est efficace en politique, c'est l'articulation entre le global, le national et le local. Et je continue à suivre de près le travail que j'ai fait au ministère de l'Environnement en allant sur place. Dernière question, Madame Royal, s'il vous plaît. On vous prête des idées pour la mairie de Paris en 2020. Mais j'ai vu ça. Écoutez, oui, alors est-ce que c'est vrai? On me prête plein d'idées. Est-ce que c'est une hypothèse ou est-ce que c'est une fantaisie? Répondez-nous. Non, je ne vais pas répondre à ces sujets-là, parce que tout de suite, ça me met dans la politique électoraliste. Et pour l'instant, c'est pas électoraliste, c'est un enjeu très important. Oui, mais les Parisiens aimeraient savoir. En 2020, je crois savoir. Dans 3 ans. Écoutez, on verra à ce moment-là ce qui se passe. Vous ne l'excluez pas? On verra à ce moment-là ce qui se passe. Bon, très bien, merci beaucoup. Je n'ai pas à répondre sur des échéances en 2020. Merci beaucoup, Ségolène Royal. Voilà, on a presque une réponse. Non, sûrement pas. Merci Jeff, passez une bonne journée tous les deux, ça commence bien, vous rigolez bien. Vous n'êtes pas tout seul Jeff, non. On ne l'avait pas fait celle-là encore aujourd'hui.